Amis auditeurs de Radio Liberté, de TV Liberté, tout d'abord, je vous souhaite, à toute l'équipe de l'émission Synthèse, vous souhaite une bonne année, une année riche en espoir, riche aussi en réalisation, une année qui, espérons-le, verront les choses bouger. Vous me direz, tous les ans, c'est un petit peu ce qu'on dit, mais finalement, elle bouge un peu chaque année, donc peut-être qu'un de ces jours, ça sera ça bougera pour la dernière fois, mais pour la bonne fois, voilà. Enfin, pas pour la dernière fois, j'espère quand même. Bon, quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons surtout une bonne santé et beaucoup de bonheur pendant cette année. Voilà, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission Synthèse télévisée et qui a une particularité, c'est que les grèves étant, un certain nombre de nos amis, en particulier Philippe Randa, ne peut pas être des nôtres aujourd'hui parce que il est retenu dans sa belle province de l'ouest de la France et il ne peut pas nous rejoindre et c'est bien dommage, mais on le retrouvera très bientôt. Et puis le professeur Pierre Delaubier, lui va nous rejoindre peut-être pendant l'émission, on espère, parce que lui aussi est bloqué à la sortie de son école. Pas par ses élèves, rassurez-vous, mais par les autobus qui sont en grève. Mais il n'empêche que on trouve il y a toujours un homme de qualité pour en remplacer un autre. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Menu. Arnaud, bonjour. Bonjour Roland, vous me direz, je connais un peu les studios. Arnaud qui a été pendant des années le directeur de Radio Liberté et qui est même l'initiateur de Radio Liberté. Voilà, en tout cas celui qui a techniquement annoncé. Voilà, et pendant 2 ou 3 ans, maintenant le temps passe vite, on a eu toujours le plaisir d'avoir Arnaud puis je reviens quand même régulièrement. Et puis il revient régulièrement. Notamment chez mes bons vieux amis de Synthèse. Voilà, aux Synthèse et dans d'autres émissions. Donc Arnaud a eu la gentillesse d'accepter de venir nous aider dorénavant lorsqu'il faudra pour ces émissions Synthèse. Et puis nous avons un invité, évidemment, qui lui a pu venir. Alors je sais pas comment vous avez fait pour venir, vous, parce que vous avez des relations. Absolument, mais j'ai pu me débrouiller, ça n'a pas été sans peine, mais j'ai réussi. C'est à la CGT ou au gouvernement que vous avez Absolument, mais écoutez, pas tellement à la CGT, j'évite quand même ce genre de choses. Et au gouvernement aussi, j'espère. Et les gouvernements, je n'en parle pas. Alors nous recevons aujourd'hui un vieil ami, un vieux complice et plus qu'un camarade d'ailleurs, Jean-François Touzé. Bonjour Jean-François. Bonjour et ravi d'être avec vous. Que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises. Jean-François Touzé est délégué... Alors, vous me dites si je me trompe, parce que dans les titres, parfois, je fais des petites erreurs. Délégué général du Parti de la France. Oui, ce qui est important, c'est Parti de la France. Vous vous êtes pas trompé. Oui. Ah, c'est pas général. C'est bien délégué général. Délégué général du Parti de la France, qui va nous parler un petit peu du Parti de la France, bien sûr, et puis avec qui nous allons parler de l'actualité, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Les danses, surtout que depuis la fin du mois de décembre, notre précédente émission, eh bien, il s'est passé quand même un certain nombre de choses. Donc de tout ça, nous allons parler. Arnaud, vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours, un peu comme Philippe Randa, quoi. Je vous pose la même question, mais je sais que vous avez un œil averti sur les événements. Suivi et subi dans une certaine mesure, puisqu'effectivement, comme le paradoxe de cette grève et peut-être le paradoxe des médias français, c'est qu'on a l'impression que du fait que Paris est bloqué, toute la France est bloquée. Alors qu'au quotidien, les problèmes de transport, principalement, je ne dis pas que dans le reste du pays, personne n'est touché, mais c'est principalement... Philippe Randa, apparemment, ce matin, il était touché. Oui, mais c'est pour venir... souvent, c'est le problème, c'est pour venir à Paris, se déplacer. Ce sont les liaisons province-Paris, Paris-province, qui sont effectivement assez difficiles aujourd'hui. Mais en province, mais non, voilà, c'est que... Elles le sont toujours, parce que on dit que depuis les annonces dont nous allons certainement parler du gouvernement, il y a une amélioration. Non, l'amélioration n'est pas réelle. Non, c'est une amélioration en termes de moyenne, mais sauf que dans la réalité, tout est faux, puisque on nous dit que, par exemple, certaines lignes du métro rouvrent, oui, mais c'est une partie de la ligne, à certaines heures, et avec souvent les principales stations qui correspondent, qui permettent les correspondances, sont fermées, et de ce fait, c'est tout aussi problématique. Non, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est parfois la mémoire un peu courte sur certains commentateurs de la part des politiques ou d'éditorialistes sur les comparaisons en termes de grève. Pour beaucoup, au départ, les gens ont pensé à la grève de 1995, puisqu'effectivement, c'est, on va dire, les dernières grandes grèves, notamment de la fonction publique. Mais le pli que prend cette grève depuis le mois de décembre, et qu'on sentait quand même arriver un peu avant,
quand on entendait les déclarations des syndicalistes, c'est ni les grèves de 1995, ni les grèves de 1986, puisqu'on rappelle à l'hiver 86, non seulement il y a les fameuses manifestations étudiantes contre la loi de Vaquet, mais il y a aussi déjà à l'époque une grève de la fonction publique de la part de la SNCF, de la RATP, mais également de la Poste, puisqu'à l'époque, une partie importante du courrier n'était pas distribuée. En fait, ça rappelle plutôt les grèves quasi-insurrectionnelles de 1947. Je pense qu'on est plutôt dans l'esprit des grèves de 47, en tout cas de la part de la CGT. On est dans l'esprit, peut-être pas dans la réalité des faits. Dans la réalité des faits, dans l'esprit. Et je pense aussi que pour ceux qui s'interrogent sur le jusqu'au-boutisme de la CGT, c'est qu'il faut comprendre le jusqu'au-boutisme de la CGT, notamment à la SNCF et la RATP, parce qu'il y a une concurrence directe avec un syndicat, pour le coup, ultra-radical, qui correspond totalement à la définition de l'islamo-gauchisme, qui est Sud. Sud, effectivement, je le rappelle, est une scission menée par des groupes trotskistes issus de la Ligue communiste révolutionnaire de la CFDT. En fait, c'est une scission trotskiste de la CFDT Sud, qui a été créée à la fin des années 80. Et au fur et à mesure, elle a pris de plus en plus d'importance, notamment dans la fonction publique, et notamment à la SNCF et à la RATP, où elle contrôle non seulement, pas tellement l'administratif ou les grands corps de direction, mais elle contrôle surtout à la fois les conducteurs, mais surtout les dépôts. C'est-à-dire que vous avez des dépôts entiers de la RATP ou des dépôts de la SNCF, et notamment sur la SNCF banlieue, qui sont en fait principalement, on va dire, encadrés par des syndicalistes de Sud. Et la CGT, voyant qu'elle perd de plus en plus de terrain par rapport à ce syndicat radical, est obligée d'en rajouter. Pour justement continuer. Il est certain qu'il y a une surenchère au sein des syndicats. Et aujourd'hui, la CGT essaye de retrouver des parts de marché par rapport à Sud. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a un esprit insurrectionnel. C'est-à-dire qu'on voit la radicalité des revendications qu'ils ont faites, le jusqu'au-boutisme de ces syndicats. Et nous sommes effectivement bien au-delà de la seule revendication sur les retraites dont on peut évidemment parler. Et on observe aussi que les syndicats, il y a un an encore, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, semblaient un petit peu débordés, dépassés en tout cas. C'est les commentaires qu'on entendait fréquemment. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interlocuteurs. Les syndicats, on était presque à dire qu'ils avaient disparu. Bon, ce qui était peut-être un peu exagéré, mais enfin, c'était un peu ce qui en ressortait. Et aujourd'hui, depuis avec cette grève, on a l'impression aussi que les syndicats, et en particulier la CGT, le fameux Martinez, là, cela a commencé assez tôt. Cela a commencé assez tôt. Tout ce qu'ils peuvent pour réapparaître. Très rapidement, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on a vu la CGT, l'extrême gauche en général et la CGT en particulier, s'atteler à retrouver le contact avec ce mouvement de façon à pouvoir essayer de le contrôler. Et on a vu cela se traduire par les slogans, par les revendications, par les thèmes abordés dès la 3e ou 4e semaine du mouvement des Gilets jaunes. D'accord. Et oui, tout à fait. Oui. Et surtout à partir de la rentrée, après les vacances de Noël, où ça s'est accentué. Nous sommes dans cette temps-là. À propos on va faire juste une parenthèse, à propos des Gilets jaunes, hier soir, sur une chaîne concurrente, on va dire, j'ai vu une émission, un sujet qui était traité dans le journal télévisé, c'était extraordinaire. Vous vous souvenez de ces fameux cahiers de doléances? Ces cahiers de doléances dont on a dit, mais vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'aller casser les préfectures et les ministères. Nous allons faire des cahiers de doléances, le gouvernement va en prendre connaissance, ils seront publiés. D'ailleurs, tout le monde pourra les lire, ça sera formidable. N'hésitez pas, braves gens, allez écrire ce que vous avez à dire sur les cahiers de doléances. Vous en avez entendu parler depuis, les cahiers de doléances? Les cahiers de doléances, on ne sait pas trop bien où ils sont. Non, mais cela fait partie des profondes oubliettes dans lesquelles le gouvernement jette ses projets les uns après les autres. Alors, on explique qu'on a voulu les faire numériser par la Bibliothèque nationale, mais que ça coûtait très cher, que ça prenait du temps, qu'il fallait attendre, qu'on ne savait pas très bien comment ça allait se faire. Enfin bon, en termes clairs, oubliez les cahiers de doléances. Macron est, nous le savons, nous ne cessons de le répéter, le roi de l'arnaque. Il a effectivement tenté d'arnaquer les Français. Il a d'ailleurs assez réussi, car il ne manque pas d'habileté au moment des Gilets jaunes, de façon à faire arrêter le mouvement, ce qui s'est passé, malgré tout,
dans un délai relativement bref, jouant évidemment sur la peur du désordre avec les Black Blocs, jouant aussi sur l'envie des Français et bien d'une certaine concertation, et jouant sur le grand débat, sur le cahier de doléances, etc. Mais il essaye de refaire la même chose aujourd'hui avec les grèves. Il essaye de rassurer les Français en essayant d'apparaître comme celui qui, par le compromis, par une certaine sagesse, va sortir la France de la crise. Mais c'est une arnaque. Une arnaque complète. Je pense que c'est une arnaque qui, pour les plus anciens, évoquera quelque chose. C'est un mélange de Chaban-Delmas et de Thiers. Oui, la nouvelle société. Avec le Parti de l'Ordre. Avec le Parti de l'Ordre. Et effectivement, pour revenir aux Gilets jaunes, c'est très intéressant, parce qu'il faut se rappeler que c'était pas tellement Martinez de la CGT que Laurent Berger de la CFDT qui avait dit qu'ils n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes, mais effectivement, les Gilets jaunes première mouture. Les Gilets jaunes première mouture, ce sont effectivement des salariés, mais beaucoup de chefs d'entreprise, de petits patrons, de commerçants, de ce qu'on a appelé la France périphérique, même si j'ai du mal avec ce terme, mais qui effectivement ne voulaient pas avoir ces fameux slogans anti-ISF, anti-capital, qui voulaient juste retrouver la dignité de leur travail et qu'au moins que leur travail soit reconnu, et notamment d'éviter de travailler pour toujours être ponctionné soit par les impôts, soit par les taxes. La grande force et la grande intelligence du système, en tout cas du gouvernement, mais également de l'extrême gauche, c'est d'avoir fait quitter ces gens des endroits qu'ils connaissaient, c'est-à-dire principalement les ronds-points à la périphérie des communes auxquelles ils habitaient, pour les faire venir dans les villes, dans les métropoles, c'est-à-dire un espace politique qu'ils ne maîtrisent pas et qui, pour le coup, est l'espace politique maîtrisé par l'extrême gauche. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas compris. En plus, c'est des gens qui ne sont pas habitués à la contestation, à la manifestation. Et donc, ils ont pris plusieurs coups. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé avec les gaz lacrymogènes. Pour certains, ils se sont dit, bon, un voyage m'a coûté assez cher. Donc, ce qui fait qu'effectivement, à partir de janvier-février 2019, ce qu'on a appelé les Gilets jaunes n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes du départ. Et pour le coup, du départ, et les Gilets jaunes d'aujourd'hui, c'est juste un paravent de l'extrême gauche. De toute façon, quand on voit ce qui reste de manifestations Gilets jaunes, on voit des slogans et des drapeaux antifascistes, on voit le drapeau palestinien, on voit quelques références historiques, et encore. Et on sait que M. Rodriguez a participé récemment à la manifestation contre l'islamophobie, contre l'islamophobie. Mais M. Rodriguez s'affiche avec le comité Adama Traoré, où il y a les pires indigénistes. Mais pour revenir sur l'actualité et sur les grèves, je crois qu'il est bien évident qu'aucun d'entre nous ne peut soutenir ces grèves et ne peut soutenir évidemment les mouvements initiés par la CGT et par Sud. Les blocages, les prises d'otages des Français, tout ça est absolument inacceptable. Et ce n'est pas nous qui avons combattu depuis toujours la gauche, l'extrême gauche, la CGT et les syndicats révolutionnaires qui diront le contraire. Pour autant, nous ne pouvons pas soutenir la réforme de Macron. Cette réforme, je le parlais tout à l'heure d'arnaque, est une arnaque absolue. C'est-à-dire que sous un côté, nous allons essayer d'universaliser les retraites. Tout cela est faux. Il y aura tout autant, sinon plus, de systèmes spéciaux, autonomes, etc., spécifiques, qui remplaceront ou qui non pas se substitueront, mais qui s'additionneront au système actuel. Par ailleurs, il s'agit d'une réforme tout à fait antisociale qui risque d'aboutir à des baisses, tout simplement, des pensions. Donc nous ne pouvons absolument pas accepter ça. Il faudrait évidemment, mais c'est un vœu pieux que Macron retirera son projet, il ne le fera évidemment pas, et on voit bien que l'affaire de l'âge pivot a été mise uniquement pour être retiré, c'est-à-dire que c'est un accord avec Laurent Berger, de toute façon je te mets cela, comme ça tactiquement je le retirerai, on connaît la combine. D'autant que le fameux projet de retraite à points dit universel a été entre guillemets vendu à Macron avant qu'il ne l'impose, par des économistes qui, pour la plupart, c'est le projet initial de la CFDT. Bien sûr. C'est Laurent Berger qui vendait ce projet, et surtout ce qu'il y a de mesures d'antisocial, et effectivement à la fois de baisse des pensions, on ne sait même pas en plus comment le point sera financé, calculé, c'est aussi une façon pour l'État d'aller piller les caisses autonomes de certaines professions. Le point, le bonus, le malus, tout ça est absolument pas précisé. Tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela aussi un projet de faire
une retraite égale à peu près, pas très haute d'ailleurs pour tout qui le sera monde, l'équivalent du SMIC. Et que chacun pourra, à son aise, s'il le souhaite et s'il le peut, compenser par la capitalisation. La capitalisation. Le projet global est effectivement finalement. de faire en sorte que le système des retraites par répartition voit sa fin, et on voit bien que tout cela va dans le sens des fonds de pension, et en particulier des fonds de pension anglo-saxons. Voilà. Oui, parce que le problème, c'est qu'à la rigueur, il existe un fonds de pension français qui est géré et qui concerne uniquement les hauts fonctionnaires, qui s'appelle Préfonds, et qui rapporte de l'argent. Mais effectivement, c'est-à-dire que le problème de l'arnaque Macron, c'est qu'il s'imagine qu'on est avec son beau visage, vous savez, c'est comme le joueur de flûte d'Hamlet, il pense que ça va passer, alors que derrière, on ne peut empêcher de voir que ceux qui ont aussi vendu la réforme sont en fait des lobbyistes, mais non, de fonds de pension, non pas français ou même européens, mais américains. C'est-à-dire que les fonds de pension américains vont une fois de plus venir piller les richesses nationales. Il pense que comme il a gagné par rapport aux Gilets jaunes, je pense à peu près avoir gagné par rapport aux Gilets jaunes. N'oubliez pas quand même qu'il y a un peu plus d'1 an, ils se voyaient tous pendus au réverbère. Hein, donc, ils ont quand même eu la peur de leur vie au début de cette insurrection des Gilets jaunes. Ça a duré quelques semaines, mais au début, ils ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Donc, ils se sont dit, oh là là, ces gens-là. Et en plus, avec tout leur côté parano, ils s'imaginaient que l'extrême droite était derrière et allait en profiter pour faire un coup d'État. Alors que c'était l'extrême gauche qui était là. Il n'y était pas encore, mais enfin, ils l'ont vite mis. Mais quoi qu'il en soit, entre un pouvoir qui veut imposer les intérêts des fonds de pension américains, une CGT qui s'arc-boute, ou un Sud qui s'arc-boute sur ce qu'ils appellent les avantages acquis, et tout ça, il ne serait pas temps justement de proposer une troisième voie, et cette troisième voie pourrait justement être la troisième voie corporatiste. Mais ça sera peut-être l'objet d'un certain nombre d'autres émissions, et sur lesquelles on en parlera. C'est un autre débat, mais c'est pas le tout de râler, il faut parfois proposer des solutions, en tout cas, et je crois savoir que c'est en gestation. Mais je pense que c'est surtout aussi le rôle de la droite nationale, quelle qu'elle soit. Justement, vous venez d'employer le mot exact, le rôle de la droite nationale non reniée, et Jean-François Touzet, comme je disais tout à l'heure, est délégué général du Parti de la France. Et le Parti de la France qui a récemment un petit peu bougé en son sein. Déjà, il y a le président Karl Lang, que nous avons eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises ici, avec lequel vous avez écrit un livre dont on ne dira jamais assez bien. Je suis un excellent éditeur. Oui, bien sûr. Donc, un chemin de résistance. Un chemin de résistance, édité chez Synthèse Éditions. Voilà, je ne le fais pas dire. Et vous voulez éviter l'autopromo, c'est ça, Roland. Exactement, vous avez bien compris. Donc, vous avez écrit ce livre avec Karl Lang il y a à peu près 2 ans. Karl Lang, pour des raisons qui lui appartiennent et que nous n'appartiendra pas que nous n'avons pas à commenter ici, bien sûr. Peut-être qu'un jour il viendra nous voir pour nous expliquer. Mais enfin, quoi qu'il en soit, a abandonné à laisser la présidence du Parti de la France à Thomas Joly, qui a été élu à sa place, donc ou désigné, je ne sais pas comment ça se passe exactement. C'est une élection. C'est une élection démocratique. Tout à fait démocratique. Tout à fait. Non, alors, expliquez-nous un peu, Jean-François. Il se trouve en effet que Karl Lang, qui est un très cher ami depuis bientôt 40 ans, après 30 ans de haute responsabilité au sein du Front National et 10 ans à la tête du Parti de la France, a souhaité prendre un petit peu de champ. Ce qui peut arriver. Bien sûr, et pour des raisons qui le regardent et qui sont tout à fait justifiables. Tout cela s'est passé dans la plus grande amitié et avec, je crois, une possibilité tout à fait claire de développement pour le futur. Le congrès du Parti de la France s'est réuni à la fin du mois de novembre, et effectivement, Thomas Joly, qui était jusqu'à là secrétaire général du Parti de la France, a été élu président. Une nouvelle organisation a été mise en place. Et je crois une nouvelle dynamique aussi se fait jour. Il faut souligner que Karl Lang n'a jamais conçu le Parti de la France comme un instrument de promotion personnelle. Il l'a toujours conçu comme un parti au service d'idées. Et c'est ça qui est important. Donc, comme dans tous les partis, il y a des changements, des évolutions. Et puis voilà. Le Parti de la France est effectivement un mouvement d'idées, et nous entendons bien participer au débat d'idées. C'est aussi un mouvement électoral.
nous sommes un mouvement politique. Il ne s'agit pas de faire de la figuration. Nous ne sommes pas le énième groupuscule de la droite nationale. Et je dis ça sans aucun esprit de polémique vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous avons des ambitions. Ces ambitions, c'est d'incarner effectivement une ligne politique. Cette ligne politique, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fond des temps. C'est celle de la droite nationale. Droite nationale, cela veut dire quelque chose. Cela implique un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes fidèles. Pendant très longtemps, la droite nationale, ça a été Jean-Marie Le Pen. Eh bien, nous sommes fidèles à cette ligne politique que nous entendons bien continuer, faire perdurer et, je l'espère, faire un jour ou l'autre triompher et par une arrivée au pouvoir de la droite nationale. Nous en sommes là. Alors comment cela se fera ? Nous n'en savons rien. Je pense, quant à moi, qu'il y aura une recomposition à un moment ou à un autre du grand mouvement national, cela étant pris au sens le plus large du terme. Il y aura une recomposition. Il est important que nous en soyons, il est important que nous soyons capables demain de répondre par des propositions à une offre qui existera en toute hypothèse. C'est pourquoi nous entendons bien développer notre structure, organiser le mouvement, communiquer et également participer aux élections, car ce sont les élections qui, dans le système qui est le nôtre, permettent non seulement de se faire connaître, mais aussi de gagner. Bien sûr, tout à fait. Et cette réorganisation, enfin, finalement, Roger Olindre est toujours le président d'honneur, président d'honneur du parti. Dorénavant, Thomas Joly incarne en tant que président. Il est le président. Et il y a un secrétaire général, Bruno Hirout. Il y a un secrétaire général qui est Bruno Hirout. Garçon dynamique. Bien sûr, garçon dynamique. Bien implanté en Normandie, d'ailleurs. Absolument. Et je pense que dans quelques jours, nous pourrons parler de la Normandie avec Bruno Hirout. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Et donc les élections municipales qui approchent, parce que vous parliez d'élections, le Parti de la France est un parti qui a participé à toutes les élections jusqu'à présent, en 2012, en 2017, ainsi que dans les élections cantonales, aux élections régionales, avec parfois des scores d'ailleurs, il faut le souligner, qui étaient loin d'être négligeables. Bien sûr. Moi je me souviens par exemple d'une liste qui avait été, plusieurs listes d'ailleurs, qui avaient été faites aux, je sais plus quelles élections régionales, qui avaient approché, pour certaines d'entre elles, les 5% des voix en Normandie, en revanche. Et vous savez, à ceux qui disent « mais le Parti de la France fait des résultats qui sont assez médiocres au niveau électoral », bien, vous l'avez dit, à certaines reprises, nous avons eu des résultats plus significatifs, mais c'est vrai que nous ne sommes pas aujourd'hui en position de gagner des villes, d'avoir des élus dans les régions, etc. Pour autant, souvenons-nous, moi j'ai connu, et vous avez connu une époque où le Front National obtenait 0,5% sur le plan national, ne passait jamais à la télévision, et puis tout à coup, il y a eu l'effet Dreux, il y a eu l'effet 20e arrondissement, il y a eu l'effet heure de vérité, et puis l'horizon s'est dégagé. Je crois que tout cela reviendra. Un jour ou l'autre, le vent finit par souffler dans les voiles. Le problème, c'est que le jour où le vent souffle, il faut que les voiles soient tendues. Et c'est un petit peu, finalement, le travail... c'est dans cette perspective que nous travaillons. Alors, vous parliez des élections municipales. Nous allons effectivement participer à ces élections. Nous allons y participer en présentant un certain nombre de listes sous notre étiquette, et puis également en soutenant d'autres listes. Ce soutien, il sera multiple. Nous soutenirons activement un certain nombre de listes d'union de droite nationale, de listes d'intérêt local, et puis également des listes politiques, y compris d'ailleurs certaines listes présentées par le Rassemblement national, car nous ne voulons pas faire la politique du pire. Et lorsqu'il y a un enjeu important, et lorsque, bien entendu, la tête de liste est un national, voire un nationaliste non renié, car il existe aussi des aventuriers politiques que nous ne soutiendrons jamais, qui ont rejoint le Rassemblement national, eh bien, lorsque nous avons un national réel, non renié, qui mène une liste du Rassemblement national, eh bien, nous allons le soutenir. Oui, c'est tout à fait intéressant. Vous avez déjà nous avons commencé avant-hier, donc il y a 3 jours, à annoncer un certain nombre de listes. En fait, nous les annonçons au cas par cas, une liste par jour.
Ouais. Et cela jusque à la campagne officielle. Nous annonçons aujourd'hui que nous soutenons la liste de Cassandre Frisco à Hombourg. À Hombourg, absolument. Oui. Hier, nous avons annoncé le soutien à la liste de Philippe Chevrier à Rambouillet dans les Yvelines, celle de Valérie Lopis à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, et puis nous allons continuer chaque jour à annoncer une liste. Il y aura d'ailleurs un certain nombre de grandes villes avec quelques surprises. Valérie Lopis, vous en parliez, à Tarascon, fait un travail exemplaire. Elle mène une campagne depuis des mois et des mois. Très active sur le terrain. Elle est en conseil municipal déjà, je crois. Absolument, elle est très active sur le terrain avec une vraie crédibilité. Avec une vraie crédibilité et une équipe dynamique derrière elle. Et vraiment, sa campagne mérite d'être soutenue. Nous en avons d'ailleurs des auditeurs et des téléspectateurs de Tarascon qui n'hésitent pas à apporter leur soutien à Valérie Lopis, qui fera tout ce qu'elle peut certainement pour que cette ville change un petit peu de visage. Surtout que dans la région, il y a déjà des exemples. En plus, on parle toujours d'Orange, de Béziers. Juste à côté, vous avez Beaucaire. Beaucaire, bien sûr, oui. Nous n'avons évidemment pas encore annoncé, mais nous soutiendrons bien évidemment Jacques Bompard et son épouse dans leur liste municipale. Bien sûr. Et Arnaud, vous aviez peut-être des choses à rajouter sur les élections municipales et les élections municipales, sur le Parti de la France aussi. Oui, sur le Parti de la France. Je suis analyses. Les analyses et les activités du Parti de la France. Je pense que ce que vient d'expliquer Jean-François Touzé est intéressant, puisque pendant très longtemps, au sein de la mouvance nationale, dans son acception la plus large, 100 ans, c'était un peu la guerre des tribus gauloises. C'est-à-dire qu'en gros, on préférait plutôt affronter celui qui était le plus proche que l'adversaire prioritaire. Et là, on voit que pour une fois, alors qu'on sait bien qu'il y a des divergences importantes entre le Rassemblement national et le Parti de la France sur des points importants, notamment sur la question, y compris du rapport avec les questions économiques ou les questions syndicales, ou même sur d'autres points, de voir que le Parti de la France essaye d'être peut-être un peu plus adulte que d'autres, en apportant son soutien, bien entendu, au cas par cas, mais effectivement de faire peut-être primer, là pour le coup, l'intérêt national. Voilà, absolument. C'est l'intérêt national qui doit compter, l'intérêt municipal également, puisque ce sont les élections que nous abordons maintenant, mais ce sera la même chose pour les élections régionales, les élections cantonales, et puis le moment venu, eh bien, nous déciderons de ce que nous ferons pour l'élection présidentielle. Oui, il y a des divergences importante, et nous n'avons pas mesuré nos critiques à l'égard de la stratégie et de certaines positions du Rassemblement national, et nous continuerons à faire part de ces divergences. Pour autant, il y a une sorte de principe de subsidiarité et de proximité. Nous ne voulons pas faire la politique du pire, et nous voulons faire en sorte que le camp national se reconstitue d'une façon ou d'une autre, je l'espère le plus vite possible. Pour cela, nous devons aussi faire preuve d'influence. Il est important de continuer de parler avec un certain nombre de responsables du Rassemblement national pour montrer que nos positions sont les bonnes, que nos stratégies sont les bonnes, et que nous savons où nous voulons aller. Nous voulons aller vers le pouvoir, de façon à faire enfin changer les choses en France. C'est essentiel. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de nous chamailler. Voilà, c'est ça qui est très important. Cela étant, nous avons ces divergences qui existent et nous ne sommes pas prêts de les gommer. Nous faisons de la politique. Il y a un pays voisin avec lequel je sais que Synthèse Nationale a des rapports très particuliers, qui est l'Italie. Et on le voit effectivement entre, on va dire, les alliances, le travail en commun qui est opéré entre la Lega, qui alors certes de Matteo Salvini, qui n'a rien à voir avec ce qu'était la Ligue lombarde ou la Lega Nord, et Fratelli d'Italia, qui est le parti héritier du MSI, du grand MSI, le grand parti de la droite nationale italienne. On voit qu'ils ont chacun leur spécificité, leurs divergences, mais quand il s'agit de l'intérêt national des Italiens, que ça soit au niveau local, au niveau régional et au niveau national, travaillent ensemble. C'est ce qui fait aussi que finalement la droite nationale a joué un rôle important en Italie il y a un an. Bon, maintenant, les élections prochaines vont peut-être aussi renforcer encore cette position. Moi, je le crois. Je suis de ceux qui pensent que le départ
de Matteo Salvini est momentané. Il s'agit d'un repli tactique stratégique aussi, que les circonstances ont effectivement un petit peu nécessité, mais il va revenir. Il va revenir et à mon sens, il reviendra en force avec effectivement nos amis de Fratelli d'Italia. C'est surtout ce qui était intéressant avec ce départ et cette recomposition et cette réunion en fait des droites italiennes, c'est qu'on voit que c'est une bonne leçon pour ceux qui, notamment en France, sont plus préoccupés de créer une alliance utopique de tous les populistes, quels qu'ils soient, en mettant de côté tout ce qui est, et en ayant, on va dire, des impossibilités à utiliser, même au-delà du terme national, même le terme droite. C'est-à-dire que... ça a été le cas comme vous le dites tout à fait justement, c'était le problème qu'avait Salvini en Italie, avec son alliance avec 5 étoiles. 5 étoiles est peut-être un mouvement populiste, mais c'est un mouvement avec lequel on n'a pas grand-chose à voir. Et quand on veut faire une politique digne de ce nom, eh bien, faut-il encore être soutenu par l'ensemble de sa majorité, et faut-il encore que cette majorité partage les idées qui sont les siennes. Je ne vois pas quel était le projet commun, à part le rejet peut-être du système, et encore, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, 5 étoiles s'est rallié d'une certaine façon au système. Il n'y avait pas vraiment d'accointance entre ces deux formations. Surtout qu'il faut être cohérent. L'une était quand même issue d'un grand courant politique et qui a évolué, puisqu'effectivement, on peut voir que Matteo Salvini est quand même un dirigeant très intelligent, puisqu'il a réussi à faire évoluer la Lega d'un mouvement qui au départ était un mouvement quasiment séparatiste, voire indépendantiste du Nord, et pour te dire que non, ce qui compte c'est l'intérêt national italien, d'être capable de parler avec la droite nationale italienne, ou ce qui reste on va dire de la droite libérale, puisque Forza Italia malgré tout, dans le parti de Berlusconi pèse encore. Toujours un petit poids électoral. Un petit poids électoral qui existe. Et effectivement, son intelligence tête, mais effectivement, puisque Mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement de briquet de broc qui est au départ autour d'un personnage médiatique, une espèce de bouffon, c'est un histrion qui est Beppe Grillo. Il y a de briquet de broc. Au sein du Mouvement 5 étoiles, vous avez des gens quand même qui sont issus de l'extrême gauche italienne la plus virulente. Vous prenez les maires des deux villes, le maire de Rome, qui est une femme, et le maire de Turin, qui sont des maires 5 étoiles. Leur principal adversaire, ça restait quand même la droite nationale italienne. C'est pour ça que quand on entend parfois un certain nombre de nos amis, enfin de gens qui ont une tradition à notre famille, on va dire, qui nous expliquent qu'il faut rassembler toutes les forces anti-système, tout ça c'est du bidon. C'est du bidon, parce qu'une fois qu'on a rassemblé imaginons qu'on rassemble toutes les forces anti-système, bon, ce qui déjà est inimaginable, enfin imaginons-le quand même. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait? Une fois qu'on arrive à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a ceux qui vont vouloir faire ci, ceux qui vont vouloir faire ça, et on arrive à une situation qui est totalement ingérable. Donc ça ne sert à rien. Tout se peut se faire sur une action politique. Toutes les expériences de ce type ont montré qu'elles n'avaient absolument aucun avenir, aucune consistance, et qu'il n'y avait aucune possibilité de durer. Voilà, il faut une cohérence politique. On arrive au pouvoir, on arrive aux responsabilités du pouvoir uniquement ou alors on peut y arriver effectivement par des tactiques populistes, mais on ne s'y maintient pas. Or, c'est dans la durée que l'on peut faire changer les choses, et on ne peut durer qu'en étant cohérent politiquement. Je rappelle quand même que, comme vous le disiez tout à fait justement d'ailleurs tout à l'heure, le temps presse. Le temps presse, et aujourd'hui on n'est plus dans la même situation que celle des années 70 ou celle des années 80 ou même 90. Le temps presse. Un jour risque malheureusement d'arriver où les populations venues d'ailleurs, et je dis ça sans aucun mépris pour quiconque, c'est le système qui veut cela, eh bien que ces populations venues d'ailleurs deviendront majoritaires chez nous, et à ce moment-là on pourra toujours dire ah bah oui mais on avait raison parce qu'on a dit que ci ou qu'on a dit que ça, on avait soutenu telle grève ou je ne sais quoi. Bon, sera trop tard. Il y a un moment où tout bascule. Il y a un moment où tout bascule, que ce soit sur le plan de l'immigration, et pendant que nous discutons, combien entrent aujourd'hui en France? Exactement. À l'instant même. Et puis, je crois qu'il faut appuyer aussi sur une autre question, mais qui est totalement liée, c'est celle de la natalité. Nous avons vu aujourd'hui hier plutôt, que la démographie continuait de fondre en France, et que le taux de naissance continuait de reculer. Et pendant ce temps, eh bien, l'Afrique est en train de doubler
sa population. Il y aura 2,4 milliards d'Africains en 2050, dont la moitié aura moins de 25 ans. C'est demain. Hein. Donc c'est demain, nous y sommes. Donc pris en tenaille entre une démographie qui est en train de s'effondrer pour la France et pour l'Europe et une immigration qui est en train de croître sans arrêt, eh bien nous sommes mal partis. Il faut un sursaut immédiat. C'est demain 2050. Et pour revenir sur la question de l'Alliance, je pense qu'en fait la principale pierre d'achoppement, on vient d'en parler, c'est la question de l'immigration. Parce qu'à un moment, si l'antisystème, c'est-à-dire le simple moderne, qui était souvent utilisé par certains plus ou moins appartenant au camp national sur son antisystème, c'était uniquement s'opposer à l'Europe de Bruxelles, ça ne veut rien dire. Parce que la vraie question, et y compris les tensions entre Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles, c'était aussi sur les questions d'immigration. C'était principalement sur les questions d'immigration. C'est la vraie question. Et donc, effectivement, la question, c'est pas de créer une espèce de bloc populiste ou je ne sais quoi, c'est de créer une alliance des droites dont le moteur principal doit être la droite nationale. Mais nous sommes, je parle du Parti de la France, mais je parle du camp national en général, nous ne sommes pas des partis politiques traditionnels. Nous sommes là pour organiser le sursaut. Il s'agit véritablement d'un problème de civilisation et de destin. Alors le reste, effectivement, on peut avoir des divergences et nous en avons sur les questions économiques, vous parliez de questions syndicales, sur la place de l'Europe, sommes-nous plus ou moins européens ? Nous sommes européens. Oui. Nous sommes nationaux, nationalistes, et nous sommes européens car nous croyons que le destin de la France sera transcendé par une Europe puissance, une Europe politique qui est évidemment à construire, non pas sur les bases de l'Union européenne d'aujourd'hui, mais sur une autre Europe que nous appelons de nos voeux. Bon, tout cela, bien entendu, cela existe, il y a des divergences, mais sur l'essentiel, vous l'avez dit, c'est le sursaut national par rapport à l'immigration, et l'islamisation étant une conséquence, évidemment, de l'immigration. Voilà sur quoi nous devons nous battre. Alors, ensuite, il y a des déclinaisons politiques essentielles qu'il faut absolument mettre en avant, car un parti politique doit avoir, évidemment, des positions sur les institutions, sur la politique étrangère, sur la défense nationale, sur les questions économiques, bien entendu, et sociales. Mais l'essentiel, nous l'avons dit, c'est sur le sursaut, le barrage à l'immigration et à ses conséquences. D'ailleurs, c'est là des aspects intéressants de votre parti, cher Jean-François, c'est que enfin moi je vois, quand on a lancé Synthèse Nationale, c'est à peu près, à quelques années près, à peu près à la même époque que le moment où le Parti de la France s'est créé. Et on a toujours, depuis... Synthèse Nationale, l'idée de base de la création de Synthèse Nationale en 2007, et 2006 ou 2006, enfin bref, dans ces années-là, c'était d'introduire un nouvel état d'esprit au sein de la famille nationale. C'est-à-dire que l'époque où tout le monde se regardait en chien de faïence, passait son temps à se critiquer, à trouver les poux dans les cheveux des uns, à insulter les autres, cette époque-là, il fallait que ça se termine, parce qu'on avait déjà, on voyait qu'on n'avait plus le temps. Alors on pouvait avoir des griefs, tout ce qu'on veut, mais enfin, bref, il y a des moments où il faut être politique. Autrement, on ne sert à rien. Et donc, à ce moment-là, tout de suite, le Parti de la France, comme d'autres mouvements, ont joué le jeu. On commençait à se voir, ce qui n'était pas imaginable avant. On commençait à se rencontrer, ne serait-ce qu'aux journées annuelles de Synthèse Nationale. Et on l'a vu encore au mois d'octobre dernier. Nombreux étaient les mouvements, les associations, les initiatives culturelles ou politiques qui se sont retrouvés et qui s'acceptent. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ne se tireront plus les uns sur les autres. Alors, parfois, ça arrive encore, malheureusement, c'est un petit peu lamentable, mais c'est... On ne fait pas la nature humaine. Vous avez vous-même, Roland Hélie, beaucoup œuvré pour ces rapprochements. Ce qui est important, c'est le respect. C'est-à-dire que nous respectons tous les militants, tous les cadres, tous les mouvements de la cause nationale, du mouvement national. C'est déjà une chose très importante. Ensuite, nous rencontrer, très bien, c'est important, et nous le faisons. À un moment ou à un autre, il faudra aller plus loin, nous le savons tous. Nous savons tous qu'il devra y avoir un moment des regroupements au plus large. Eh bien, nous y travaillerons, nous y sommes tout à fait favorables. Ceci étant, c'est au sein d'un
parti politique qui peut être fédératif, qui peut être de rassemblement, où chacun garde sa spécificité. Mais cela devra un jour ou l'autre se faire. Cela se fera certainement dans l'action politique, peut-être dans l'action électorale, à un moment ou à un autre. Il faut un élément fédératif, il faut un élément de rassemblement. Nous n'y sommes pas encore. J'espère que ce moment viendra rapidement, de façon à accroître nos chances. Rome ne s'est pas construit en un jour. Mon Dieu. C'est de revenir tout simplement à la logique initiale du Front National. Ah, exactement. Toute proportion gardée, mais c'est la logique initiale du Front National. Ça a toujours été la grande cause de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, chers amis, l'heure avance, et nous allons pas tarder à recevoir... du moins, nous l'espérons. Le professeur Pierre Delaubier, qui va arriver, et qui va nous livrer sa chronique, sa chronique historique. Alors, est-ce que vous avez, sur l'abominable histoire de France, oui, bien entendu, sa chronique, est-ce que vous avez des rendez-vous, Oui, absolument. Nous avons un certain nombre de réunions qui sont prévues dans le cadre du dynamisme, je crois, retrouvé et renforcé du Parti de la France depuis son dernier congrès. Nous tiendrons une réunion à Paris le 5 février prochain. 5 février, oui. Donc les Parisiens, les Parisiennes, les habitants d'Île-de-France qui seraient intéressés peuvent nous contacter. Alors pour nous contacter, le plus simple, c'est d'essayer de nous contacter par les réseaux sociaux. C'est ce qu'il y a de plus facile, que ce soit Facebook ou Twitter. J'imagine qu'il y aura une communication. Nous donnerons bientôt une adresse et il y aura évidemment une communication probablement la semaine prochaine. Que l'on pourra retrouver d'ailleurs sur les sites. Probablement la semaine prochaine. Sur Synthèse Nationale. Pour cette réunion du 5 février prochain, ce sera une réunion d'information sur le Parti de la France et de structuration également, mais tout le monde est bien entendu invité. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que le Parti de la France va renouer avec cette tradition qui était celle de la droite nationale il y a quelques décennies maintenant, qui me semble avoir peut-être que je me trompe, mais qui me semble avoir été abandonnée, sauf peut-être par certains groupes qui font d'ailleurs des choses très intéressantes, mais à renouer avec des campagnes d'information, des campagnes politiques, bien sûr. Alors pour le moment, les élections municipales sont aujourd'hui au centre des préoccupations. Donc nous allons laisser passer les élections municipales, mais nous avons bien l'intention de lancer un certain nombre de campagnes thématiques dès le printemps. Et nous lancerons effectivement la première campagne au mois d'avril, à l'occasion d'un grand meeting que nous allons organiser. Alors la date n'est pas encore fixée, mais ce sera au mois d'avril. Et je vous dis d'ailleurs que l'invité d'honneur sera Jean-Marie Le Pen. Et il y aura un certain nombre de cadres du Parti de la France, mais aussi des invités qui participeront à cette réunion qui, je crois, sera un événement pour la droite nationale. Eh bien, écoutez, on attend avec impatience ce rendez-vous, donc, du mois d'avril, et on aura l'occasion d'en reparler. J'ajoute que nous avons bien l'intention de faire du terrain, car il faut renouer avec le militantisme. Les campagnes que nous ferons seront des campagnes de communication, bien sûr sur les réseaux sociaux, etc., mais aussi par voie d'affiches et de distribution de tracts. C'est ainsi, nous lançons aussi des opérations, c'est-à-dire que nous avons été les premiers à dénoncer la création d'une mosquée à Abbeville. Il y a quelques semaines, Thomas Joly, le président du Parti de la France, s'est rendu sur place, et alors que la mairie cachait cette réalité de la construction d'une mosquée, eh bien, elle a été obligée de reconnaître la véracité des faits grâce au Parti de la France. Très bien. Eh bien, écoutez, plus heureux que ça se multiplie, ce genre d'exemple, et pour le bien de notre civilisation. Voilà. Un dernier point, je crois sur le Parti de la France, il me semble que dans le cadre de son actualité prochaine, il y a aussi un volet programmatique, je crois. Oui, absolument. Nous allons publier un projet qui sera donc édité au mois d'avril également, au même moment que ce meeting. Alors, ce seront les idées forces, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de faire un programme particulièrement détaillé, mais ce seront les idées forces du Parti de la France. Sont d'ailleurs des thèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, les questions économiques, les institutions, la défense nationale, l'Europe, etc. Et bien évidemment,
L'immigration. Oui, parce qu'il est quand même important de rappeler que le Parti de la France est un parti et les valeurs électoral qui se présente aux élections et qui donc l'intérêt national, mais c'est pas ne se préoccupe pas uniquement de stratégie, on va dire de coût médiatique, c'est que derrière il y a un fond d'idées, et je pense ce qui peut-être, contrairement à ce que peuvent penser, ce qui peut être un moteur pour la droite nationale, c'est de montrer que c'est un bloc, une structure, une alliance, une mouvance, un mouvement national. Il y a des idées, forces derrière, auxquelles on est attaché. Effectivement, on s'adapte aux circonstances, mais ce qui reste, c'est la fidélité aux valeurs. Une dernière chose. Oui, j'ajoute enfin, et j'en aurais terminé, que nous avons aussi abordé un chantier de rénovation de notre communication, en particulier du site internet qui sera opérationnel début mars. D'accord. Ah bien, écoutez, toutes ces informations, nous les retrouverons sur le site Synthèse Nationale. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler ici. Et nous allons suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Je vous en remercie. Merci Jean-François Touzé. Nous allons maintenant passer la parole à notre ami le professeur Pierre Deloubier et son abominable Histoire de France. Professeur, c'est à vous. Alors après Thermidor, les révolutionnaires, les conventionnels sont toujours au pouvoir. Ils ont coupé la tête de Robespierre, mais ils sont toujours là. Et ils veillent jalousement sur l'héritage de la Révolution. Et cet héritage, il est spirituel, pour la nation sans doute, mais aussi et surtout un héritage matériel pour les députés eux-mêmes. Comme pour tout le glacis oligarchique qui s'est constitué, et plutocratique qui s'est constitué autour d'eux. Sous forme d'une administration de plus en plus pléthorique. Pour vous donner une idée, en 1800, il y aura le nombre de fonctionnaires des finances qui existera sera 30 fois plus important que ce qui était prévu par la Constituante en 1789. Donc vous voyez, il s'était laissé emporter par un mouvement qui n'était pas du tout maîtrisé. Je précise que les impôts avaient augmenté de 20%, rien que ça, depuis 1789. Et alors le point de bascule de cette évolution vers de la terreur, disons, champêtre à la terreur bureaucratique, ça a été la loi du 4 décembre 1793 qui a placé toutes les activités politiques locales sous la direction de la Convention. Et du coup, peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, les sans-culottes, qui étaient vieillissants quand même, depuis déjà les massacres de septembre, étaient fatigués, ils se sont reconvertis dans le terrorisme. Ça faisait pas très longtemps. Ben, ça dépend, il y en a qui étaient mitards, il y en a qui sont devenus qui étaient des notables très rangés, qui sont devenus un vadier, c'est devenu un buveur de sang très tard, plus de 50 ans. C'était assez jeune quand même. Enfin, bon. Très jeune. Je suis toujours très prudent. Et donc, ils se sont reconvertis dans le terrorisme bureaucratique et policier, qui d'ailleurs marquait beaucoup la police française au cours du siècle suivant et peut-être des suivants. Et même les siècles. D'autant plus, alors il y avait ceux qui étaient encore jeunes, il y avait une grande partie qui avait été, les plus remuants, avaient été absorbés par les armées, tout simplement. Les volontaires du 1792, c'était souvent des sans-culottes. On dit, bon voilà, puisque tu es engagé dans la section, on va donc combattre. Et donc, ils sont passés de massacreurs amateurs à la catégorie professionnelle, tout simplement. Alors, rien qu'à Paris, il y en a eu 23 000 qui sont devenus militaires. Donc, ça a beaucoup désengorgé et ça a concentré le pouvoir, tout ça, et les gens sont devenus rémunérés, etc. Et donc, tout le monde y trouvait son compte. Encore fallait-il rémunérer toute cette grande, vaste armée de philanthropes. Et ça a été les lois de février-mars 1794. Elles ont permis de mettre tous ces cartes les biens des suspects qui étaient désignés arbitrairement au gré des rivalités politiques ou personnelles. Un Vadier, il a fait place nette, il avait des grandes prétentions nobiliaires dont tout le monde se moquait sous l'Ancien Régime, et donc tous ceux qui s'étaient moqués de lui sont passés à la guillotine. Donc là, c'était vraiment plus à la tête du client, mais il pouvait être plus dangereux de jouir d'un bien convoité par les potentats locaux que de faire campagne pour le retour du roi. Si vous étiez bien logé et que le potentat local l'était mal, vous pouviez craindre pour votre vie. Bref, la Convention restait garante du maintien des acquis de ce conglomérat de fonctionnaires de l'Ancien Régime, qui étaient toujours là, très souvent, et de sans-culottes reclassés, qui ont marié leurs filles, tranquillement d'ailleurs, qui tous avaient profité des spoliations et de la terreur grâce aux biens nationaux. Mais pour conserver ces biens mal acquis, il fallait perpétuer quand même l'apparence démocratique. Ça, c'était quand même indispensable. Or, les conventionnels n'ignoraient pas être issus d'une élection truquée, en 1792, ce que j'ai raconté. Ils savaient bien que s'il y avait une élection loyale, ils seraient balayés.
Donc, pour survivre, ils allaient faire preuve d'une très grande ingéniosité. Alors, pendant longtemps, l'intimidation avait suffi pour maintenir le nombre de votants aux alentours de 10% des électeurs. Hein. Maintenant, le régime était plus respectable, il fallait des moyens plus subtils. Alors, par exemple, en 92, la Convention elle a été élue, suffrage universel officiellement, et en fait, il y a eu 700 000 votants. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais le chef-d'œuvre de cette annualité, ça a été en 95 pour la Constitution de l'an 3 pour l'élection de l'Assemblée du territoire. Parce que là, on a rendu le suffrage censitaire, ouvertement. Hein. Il restait à 2 degrés, donc comme vous élisez des gens, comme au Sénat, hein, vous élisez des gens qui élisent. Et si bien que de fil en aiguille, le nombre de véritables électeurs, en deuxième degré, il était 30 000. On imagine 30 000. Puis il n'y avait pas que pour élire les députés, on élisait tout un tas d'assemblées locales, donc on s'élisait soi-même. Enfin, les élections ne coûtaient pas très cher à l'époque. Je t'élis là et toi tu m'élis là. 30 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 300 000 élus en France, hein, peut-être même 700 000. Oui. On est toujours en dessous. Je suis toujours prudent, mais je me rends compte après quand je vérifie sur le double. Bon, peu importe. Et alors, on avait décidé que la nouvelle assemblée, il y avait une nouvelle constitution, une nouvelle assemblée, puis qu'après, elle serait renouvelée aux 2 tiers. Donc ils se sont dit, on va renouveler déjà 1 tiers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 500 sortants, il y avait 750 députés, donc les 500, c'était les conventionnels. Donc ils ont dit, on est élus finalement. Donc c'était un tour de passe-passe électoral fabuleux. Alors c'était pour ne pas refaire ce qu'avait fait la législative. C'est-à-dire que la constituante, c'est qu'elle m'a dit, on ne sera pas rééligible du tout. Donc on avait eu effectivement des gens inexpérimentés, complètement délirants, qui étaient autres que les conventionnels à peu près. C'était la législative d'abord. Et du coup ils se sont dit il faut éviter ça. Donc ils ont fait l'inverse. Vous savez, je crois que c'est dans un livre de Chesterton, une enquête du Père Blum, qui dit où cacher un cadavre. On dit on cache une aiguille dans une botte de foin. Mais non, il faut la cacher dans un gros tas d'aiguilles. Où cacher un cadavre sous un gros tas de cadavres. Oui. Et donc là, sous couvert de réparer une faute passée, on emploie le principe, on commet une ignominie. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la Convention a changé de nom, mais finalement, les hommes de la Convention sont restés au pouvoir. Voilà. Et pour longtemps encore. Les régimes changent, mais les hommes restent. Voilà. Et les problèmes demeurent. Voilà. Merci, cher professeur. Merci, cher professeur, pour cette intervention. Vous êtes arrivé juste pour nous la faire. Et ça a été un exploit, je crois, dans le contexte actuel qui est celui de la vie parisienne. Mais voilà. Et donc, alors juste une dernière information avant de se séparer. Le mardi 28 janvier aura lieu à Paris, à l'hôtel des États-Unis Opéra, 16 rue d'Antin, dans le 2e arrondissement, au métro Opéra, une conférence organisée par les Amis franciliens de synthèse nationale. Et les orateurs seront Alain Sanders, que l'on ne présente plus, Éric Vieux de Morzadec, que nous avons reçu il y a quelques semaines ici même, et qui nous parleront, devinez de quoi, monsieur le professeur. Vous en souvenez? Vous nous bassinez avec cette nouvelle très intéressante, d'ailleurs. Depuis tellement longtemps que je sais qu'on va parler des Français qui ont combattu. Eh bien, on ne le sait pas, on ne dira jamais assez. Les rebelles, je dis les rebelles exprès pour énerver Alain Sanders. Mais je vois que le mot rebelle ne doit pas lui déplaire. Dans les rangs des confédérés, voilà, sur l'histoire de la guerre de sécession. Voilà. Eh bien, chers amis auditeurs et téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À la semaine prochaine.